Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la correction du DS numéro 1 commenté. Donc on va reprendre question par question pour voir ensemble ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc l'idée en fait, c'est que vous ayez sous les yeux deux feuilles, donc à savoir la correction commentée, ici présente, ainsi que l'énoncé du DS numéro 1 pour pouvoir suivre tranquillement les questions. Voilà, c'est parti pour cette petite vidéo. On commence là donc par la première question. Je vais remettre la correction. On vous demandait de calculer la période de ces ultrasons. Donc en gros, ici il fallait quand même compléter l'annexe. Si on vous dit de compléter l'annexe, vous mettez un petit dessin. Donc là en l'occurrence, j'ai choisi 6 périodes. Quand on vous demande de mesurer une période, il faut toujours en prendre plusieurs, chose que vous avez plutôt bien faite. Donc ici, le choix étant d'en faire 6. Certains ont pris 4,5, 4, non, ici 6, ça allait très bien, parce que ça arrivait à chaque fois sur un nombre rond, du moins sur un nombre qu'on pouvait déterminer parfaitement. Donc une fois que vous avez mesuré cette durée, qui est donc en microsecondes, vous prenez la durée totale, vous divisez par le nombre de périodes que vous avez mesurées, et vous obtenez donc la durée d'une période. Il faut une petite phrase explicative pour avoir ici les deux points, annexe complétée et phrase explicative. Et on trouve qu'à 24 microsecondes, je vous rappelle que les microsecondes c'est 10-6, on convertit en préparation de la question d'après. Pas besoin de mettre en écriture scientifique, certains ont voulu mettre en écriture scientifique, sur le coup en voulant mettre en écriture scientifique, ils ont eu faux. Sur le coup, quand on ne maîtrise pas les conversions, il vaut mieux rien faire. Ou si vous tapez 24 10-6 sur la calculatrice, elle vous le met en écriture scientifique automatiquement. Question 2, il fallait ensuite calculer la fréquence. Donc 1 sur t, 24 10-6 1 mètre. Vous obtenez une valeur avec plusieurs chiffres. Compte tenu que 24 microsecondes n'a que deux chiffres significatifs, elle est présentée le résultat avec deux chiffres significatifs, 42 kHz. Valeur cohérente, qui était annoncée au début dans les données. Certains m'ont mis que c'était cohérent parce que c'était supérieur à 20 kHz, qui sont des fréquences d'ultrasons. J'ai compté juste, ça va. Ensuite, là, profitez-en, la réponse était donnée. Question 1.3.1, il fallait ensuite définir la longueur d'onde. Là, c'est passé un peu à la trappe. Une petite définition qui était donnée dans le cours. Donc, je vous la relis, longueur d'onde est la plus petite distance entre deux points du milieu. Voilà, entre deux points du milieu, dans un même état vibratoire. C'est-à-dire, c'est la distance qui sépare deux points consécutifs qui sont dans le même état vibratoire, c'est-à-dire deux points qui sont en phase. Définition à connaître, et si cette définition on la connaît bien, certains n'ont pas su l'appliquer, parce qu'ensuite on vous demandait la longueur d'onde. Alors là, c'était la vraie surprise, c'était la douche du devoir, cette question. Donc je vais remettre l'énoncé sous les yeux. On retourne à la question. Donc là, ils disent qu'on veut déterminer la longueur d'onde des ultrasons. Et donc là, il y a tout un petit texte où ils vous disent en gros que ils mettent le signal sur la voie 1, ils le mettent ensuite sur la voie 2, qu'ils attendent ensuite qu'il soit en phase, et ensuite ils reculent vers la droite de telle façon qu'il soit de nouveau en phase, comme le montre le dessin après. C'est-à-dire qu'ils ont reculé le récepteur, une fois en phase, on recule un petit peu, c'est en phase. Et la distance entre les deux est 8 mm. Là, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la formule avec lambda, la vitesse et la fréquence. D'accord? À savoir que lambda, par exemple, c'est la vitesse fois la période, ou divisé par la fréquence. Là, c'était pas possible. La vitesse, même si on la donne dans l'énoncé, finalement c'est juste à titre indicatif, c'est une donnée, il faut surtout pas s'en servir. Dans la démarche du TP, en fait, vous devez pas trouver la vitesse grâce à lambda. En gros, ça se trouve d'un point de vue expérimental. À savoir que là, je vous ai mis le TP sous les yeux, le TP 2B, et dans ce TP 2B, vous faites exactement la même démarche. Les contrôles sont souvent inspirés des TP, c'est-à-dire ce que vous faites en TP peut être reproduit en contrôle. Et en gros, ce qui était ici, noter la position initiale B1 du récepteur 2, déplacer le récepteur 2 de telle façon à trouver tout de suite un point successif en phase, soit B2 cette nouvelle position, ici c'était en fait la recherche de la longueur d'onde. Et c'était exactement la même chose. Donc en gros, quand on vous demande de trouver une longueur d'onde, c'est souvent pas par une formule, mais par un protocole, dans le but de trouver la célérité. Et donc en remettant, je vais remettre la correction, donc ici, bon plutôt je vais remettre le DS, ici la valeur du millimètre, c'est incroyable, mais en fait c'était la longueur d'onde qui était déjà donnée, il n'y avait aucun calcul. Donc quand je vous dis que c'est une véritable douche froide, c'est une véritable douche froide. En regardant de nouveau la correction, voilà, on propose du millimètre, on a un demi-point. On arrête là. Ensuite, il fallait augmenter la précision. Comment on augmente la précision?
en faisant plusieurs mesures. Effectivement, c'est ce qu'on avait fait en TP. Vous augmentez ainsi la distance mesurée et vous diminuez l'imprécision sur la distance. Conclusion, ensuite la question 1, 3, 4. Vu que vous ne proposez pas une bonne valeur, j'étais très gêné parce que vous calculez lambda grâce à la vitesse et vous déterminez ensuite la vitesse grâce au lambda que vous avez calculé grâce à la vitesse. Avouez que c'est pas possible et ça donne un non-sens. Ici, donc, ça vous donne 8 10-3 divisé par 24 10-6, donc période que vous avez trouvé à la question au tout début de l'énoncé. Et là, l'énoncé donc propose un chiffre significatif. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, vu qu'ils proposent 8 mm, ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement. On donne qu'un chiffre significatif. Là, j'ai trouvé un petit peu dur, donc quel que soit le nombre de chiffres significatifs, on va dire que ce soit 1, 2 ou 3, je comptais juste la question. On trouve donc de l'ordre de 300 mètres par seconde, donc avec un seul chiffre significatif. On précise que la valeur attendue est de 340, c'est pour ça que la valeur de 340 mètres par seconde est donnée dans l'énoncé, c'est juste pour pouvoir comparer, en aucun cas pour vous en servir pour la question 1, 3, 2, comme, je veux dire, allez, 9 dixièmes de la classe a fait. Donc, en gros, ici, pourquoi c'est un écart? Manque de précision, réponse classique, et également le petit coup de la température, puisque la valeur, ici, entre la température où est réalisée l'expérience et la valeur où est donnée la célérité, n'est pas la même. Un point. Ensuite, pour cette question-là, on vous demandait de trouver par graphique. Donc, on vous précise dans l'énoncé qu'on a 10 degrés Celsius, c'est une salinité de 35 pour 1000. Donc, je remets le devoir sous les yeux, et ici, ça vous donne... Je le remets, je défile, voilà. Donc, il y avait plusieurs courbes. Donc, 35 pour 1000, c'est le trait plein. Donc, 10%, voilà, 10 degrés. Hop, j'arrive. Vu qu'on propose 3 valeurs, là, on comprend aisément que c'est 1490. Il y a une ou deux personnes qui avaient trouvé la bonne valeur et qui ont corrigé, qui en ont mis une mauvaise. Là aussi, c'est vraiment dommage. Donc, la question graphique, donc vu que c'est un annexe, hein, il fallait bien que ça soit clair sur la courbe, que vous fassiez apparaître le 1490. Je retourne à la correction, qui est ici, voilà. Là, la question n'a pas du tout été comprise. Hein. En gros, donc je crois que personne, ouais, vraiment personne n'a juste, il y en a qui ont eu le point là, mais pas là. En gros, qu'est-ce que vous racontez le texte? Donc relisez-le, mais en gros, ils vous disent, grosso modo, que si on a affaire à la longueur d'onde, c'est dirigé dans tous les sens, c'est pas possible. Donc si c'est affaire à la longueur d'onde pour l'animal, pour le poisson, on voit rien, et si c'est supérieur, on voit. Donc en gros, on a besoin de la longueur d'onde. Petit problème et piège, il faut de nouveau calculer cette longueur d'onde. On est maintenant dans l'eau, et dans l'eau, le son ne se déplace pas à la même vitesse de 340 mètres par seconde. Donc, en gros, ça se passe en deux temps. Premier temps, vous calculez de nouveau la longueur d'onde, donc ça, personne ne l'a fait. Donc, c'est vrai qu'une fois que je vous corrige, c'est vrai, donc là, c'est peut-être effectivement la question un peu plus dure. Mais donc là, en gros, il fallait corriger. Donc, vous mettez bien que la longueur d'onde a vitesse, célérité fois la période, ou vitesse divisée par la fréquence. Donc vous trouvez 3,5 cm, et en gros tout ce qui était supérieur à 3,5 cm, c'était détectable. Ici il se trouve que les deux poissons étaient supérieurs à 3,5 cm, donc c'était détectable. Donc en gros là, la difficulté qui était, c'était que vous n'avez pas compris la question. Donc là je vous remets sur le texte, et il fallait donc effectivement comprendre que si sa taille est plus grande que la longueur d'onde, alors la réflexion est directionnelle. Et une réflexion directionnelle, ça vous permet effectivement de pouvoir mesurer une distance entre le sonar et le poisson. Si ce n'est pas directionnel, ce n'était pas possible. Donc c'était cette phrase clé qui était importante. Il fallait donc traduire 1, je calcule la nouvelle longueur d'onde, 2, je compare cette longueur d'onde à la taille des poissons qui est donnée au début de l'énoncé. On retourne aux questions d'après. Ensuite, là, il fallait dire pourquoi c'est en accent circonflexe. Là aussi, c'était vraiment une question sans calcul, en gros. Hein. Quand le poisson est là, il est plus loin qu'ici. Donc, en gros, ça se traduit par une taille comme ceci. Donc là, c'est quand le poisson est aux extrémités, et là, c'est quand il est au centre. Notre question aussi n'a pas été comprise. En gros, c'est forcément plus précis quand vous avez une distance plus petite. Parce que dans un premier temps, 160 pixels, ça peut correspondre à 50 mètres. Ou 160 pixels peuvent correspondre à 100 mètres. En gros, par rapport à ceci, donc une règle de 3, si on prend 50 mètres, un pixel c'est 0,31 mètres, et si on prend 100 mètres, un pixel c'est 0,62 mètres. C'est forcément plus précis d'avoir 0,31 mètres. En fait, c'est comme vous, hein, quand vous observez un signal oscilloscope, vous prenez la sensibilité la plus petite possible pour pouvoir voir le signal. Là, c'est la même chose. Étant donné que le poisson est à 24 mètres, on va prendre la sensibilité 50 mètres, puisque c'est la sensibilité la plus petite. Si le poisson est à 60 mètres, c'est là que
la sensibilité pour aller jusqu'à 100 mètres se révèle nécessaire, parce qu'on ne peut pas utiliser celle de 50 mètres. Voilà donc ce qu'il en était pour cette question 2,5. J'attendais pas forcément un calcul, mais là aussi les réponses demandaient un peu plus d'approfondissement. On passe sur le deuxième exercice, où là, il fallait donc réfléchir par rapport au home cinéma. Donc la première question, qui était une question non si calculatoire, il fallait trouver la bonne courbe. Je vais remettre de nouveau le sujet. Donc quand on regarde des courbes qui sont proposées, on voit en fait que la courbe 1, c'est elle qui a plus de niveau sonore au niveau des fréquences faibles. Donc ce qui est évalué en fait, c'était que quand une fréquence elle est faible, on a des sons graves. Certains ont parlé d'une certaine symétrie entre les courbes 2 et 3, non, c'était pas du tout ça, c'était que la courbe 1, c'est elle qui avait un niveau sonore pour les fréquences inférieures à 100 Hz. Le niveau sonore était à 80 décibels. Donc là, en gros, il fallait dire courbe 1, car c'est la seule qui a des fréquences faibles, qui a des sons graves. Ensuite, il fallait, alors c'est la question, on l'a beaucoup traité en cours, où à partir d'un niveau sonore, je vous demande de trouver l'intensité. Voilà, donc c'est la démonstration qu'on a vue, que j'ai déjà expliqué précédemment. Au pire, vraiment, au pire, si vous n'arrivez pas à la démontrer, vous mettez ça. J'ai dit que j'enlevais pas beaucoup de points, 0,25 points. Mais il est clair que si on vous demande l'intensité et que vous avez le niveau sonore, il faut passer forcément par cette formule. Le 10-12, on vous le donne. Là, c'était 70 décibels, qu'on avait déjà vu en plus en exercice. Et ça vous fait 10-12 fois 10 puissance 7, ce qui vous fait 10-5. Vous comblez l'unité, watts, mètre, moins 2. En cas d'oubli d'unité, ça fait un point au lieu d'un point et demi. Ensuite, c'était 5 enceintes. Il y a juste à multiplier par 5 le bien que vous avez trouvé. Ce qui vous fait que si on fait le calcul, vous trouvez 77 décibels en ayant arrondi. C'est inférieur à 85 décibels, ça veut dire que ça ne présente aucun danger. Question 2.1, on vous demandait la définition de l'onde. Donc là, il faut mettre mot pour mot. C'est pas que je suis à cheval là-dessus, mais si vous oubliez un mot, peut-être que vos définitions n'ont pas de sens. Donc là, on y va, on apprend par cœur les définitions. La petite différence ensuite entre, donc je passe à la question 2.2, la petite différence ensuite entre l'onde électromagnétique, magnétique plutôt, et mécanique, c'est qu'en fait l'électromagnétique se propage de partout, y compris dans le vide, dans l'espace. Donc en gros, la mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Enfin, dernière question, on vous demandait à l'aide de la notice de voir si c'était un rayonnement infrarouge ou pas. Donc ça, on l'avait déjà fait dans la toute première activité. Donc l'idée, c'est de nouveau exploiter cette formule, à savoir que la longueur d'onde, c'est la célérité divisée par la fréquence. Donc là, c'est la célérité de la lumière, on divise par la fréquence qui était donnée dans la notice, dans l'énoncé. On trouve une valeur en mètres. Voilà, là, c'est le seul cas où, effectivement, c'est pertinent de passer des mètres au nanomètre. Donc, pour passer des mètres au nanomètre, on multiplie par 10 puissance 9. Pour passer des nanomètres au mètre, c'est 10-9. Et pour passer des mètres au nanomètre, c'est 10 puissance 9. L'inverse. Vous trouvez 968 nanomètres. C'est supérieur à 800 nanomètres. Et donc oui, vu que vous connaissez à peu près vos domaines de radiation, c'est supérieur au domaine de visible. Au-dessus de 800 nanomètres, on a les infrarouges. En dessous de 400 nanomètres, on a les ultraviolets. Donc comme dans toute télécommande, on se retrouve dans un rayonnement infrarouge, donc supérieur à 800 nanomètres. Et donc oui, c'était bien de l'infrarouge. Voilà, fin de la correction, j'espère que vous avez vu un peu plus clair, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en visu en cours. Voilà, au revoir.